Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard est spécialiste de la grande criminalité, cofondateur de l'association Crime Halt, Fabrice Risoli. Bonjour Fabrice Risoli. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. On a besoin de vous pour comprendre. D'abord, d'un mot, votre association Crime Halt. En gros, depuis 10 ans, on essaye d'impliquer la société, les citoyens face à la grande criminalité, en demandant des réformes. Par exemple, on a milité pour qu'il y ait un statut de coopérateur de justice. Donc Claude Chaussat, le premier repenti de la mafia corse, n'a pas bénéficié. Mais il sera mon invité, je le précise d'ailleurs, il sera mon invité lundi matin, Claude Chaussat. Voilà, mais par contre, ce statut a déjà fonctionné, donc ça marche. Et on demande par exemple l'usage social des biens confisqués, c'est-à-dire que la maison du gangster doit devenir une école de la seconde chance, un centre d'insertion. C'est comme ça qu'on lutte contre la criminalité en impliquant les citoyens. Fabrice Risoli, ce qui s'est passé, et ce qui a indigné une partie de l'Europe, évidemment, 39 morts dans un camion frigorifique sur un port britannique. On est à 1 heure à l'est de Londres, à Grays, au bord de la Tamise. 39 morts, des migrants chinois. Et on a eu envie de creuser avec vous sur Europe 1 ce matin pour comprendre le fonctionnement de ces réseaux. Ces réseaux qui permettent de faire passer des migrants, réseaux mafieux. Alors, il y a de tout. Dans le trafic d'êtres humains, vous avez 2 grandes catégories. Vous avez la contrebande de migrants, c'est-à-dire le fait de faire passer illégalement des frontières, une frontière. Et vous avez la traite des êtres humains, donc la mise en esclavage des gens, le travail sexuel. Dans la contrebande de migrants, vous avez 2 grandes tendances. Vous avez soit effectivement des organisations criminelles, comme vous dites, qui souvent font le package du début jusqu'à la fin du voyage. Les organisations chinoises en font partie, les organisations criminelles nigérianes, parfois les organisations albanaises ou les cartels mexicains qui organisent la migration du Mexique vers les États-Unis. Bien sûr. Ils font tout. Mais vous avez aussi, il faut le dire, énormément de contrebandiers qui ne font qu'une partie de la frontière. C'est-à-dire que vous avez des migrants qui payent pour passer d'Irak vers Turquie, de Turquie vers Grèce, et à chaque fois, ils payent de nouveaux acteurs. Et la chaîne n'est pas complètement constituée. Voilà, il n'y a pas une chaîne constituée. Pas le toujours. Migrant doit prévoir à l'avance, avoir de l'argent pour chaque passage et payer Exactement. à chaque fois. D'ailleurs, parlons d'un mot quand même de la possible complicité d'agents de l'État, des États, selon les États. Mais écoutez, de toute façon, qui maîtrise la frontière ? Sinon, les gens qui travaillent sur la frontière. Donc, douaniers, policiers et toute personne qui est sur la frontière. Je rappelle qu'il fut un temps où les personnes qui maîtrisaient la frontière ont sauvé des juifs du nazisme. Donc, ça marche dans les 2 sens. Mais oui, il y a souvent des complicités. Il y a souvent des complicités. Alors, pour revenir à ce qui est un schéma, un trajet plus organisé. Oui. Alors, il faut se méfier avec ce terme organisé. Ce ne sont évidemment pas des vacances. C'est évidemment pas un voyage confortable. Et on l'a vu à nouveau. On va rester prudent sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. La suite de l'enquête nous le dira. Mais vous avez la possibilité de partir d'Afrique, de Chine, du Moyen-Orient et de payer un package où on vous garantit l'arrivée. Vous ne payez pas, en fait, vous payez après. Alors, il y a encore 2 manières de voir. Soit vous avez une espèce d'organisation sociale où tout un village se cotise et ils envoient des migrants qui vont renvoyer de l'argent. C'est pas des organisations criminelles. Ou vous avez des organisations criminelles qui là sont pas tendres du tout, qui effectivement mettent les gens dans des camions, puis les font arriver sur place. Et là, effectivement, les gens doivent rembourser. Et souvent, là, donc, on bascule de la contrebande de migrants à la traite des êtres humains. Prenons l'exemple des Nigérians. Les femmes s'endettent à hauteur de 50 000 $. Évidemment, pendant 10 ans, elles doivent se prostituer pour rembourser. Prostitution, travail forcé, les cas d'esclavage finalement qui ressortent. Et on imagine très bien que et je ne le sais pas, je ne m'avance pas, pu être le cas pour ces Chinois qui arrivaient en Grande-Bretagne. Ça existe. Alors, ça existe, mais un petit témoignage, je n'en sais pas plus que vous en définitive, m'interpelle quand on dit qu'un chauffeur de taxi a vu dans cette zone artisanale déjà des camions déverser des migrants, si je puis dire, qui n'avaient pas de référent qui arrivait à eux. Donc les migrants tendaient un téléphone à des Anglais qui devaient téléphoner à un numéro et l'Anglais devait lui dire comment aller à Londres. Excusez-moi, mais ça me rappelle ce que j'ai connu par exemple en Italie, où des Italiens qui travaillaient dans le bâtiment et qui ont connu la crise de 2009 étaient payés par la mafia pour prendre des Albanais qui arrivaient sur la côte et juste les emmener soit sur l'aire d'autoroute pour qu'ils puissent prendre un camion, soit à la gare. Donc c'est une organisation criminelle et en même temps ce témoignage laisse à penser qu'en tout cas personne ne se mouille à l'arrivée. Le migrant doit se débrouiller tout seul pour arriver sur la zone où il va être exploité. En général, de toute façon, on lui a confisqué ses papiers et puis il se tait
parce qu'il peut avoir de la famille qui est menacée au pays. Ça, c'est quand même la meilleure manière de tenir Bien sûr, les il migrants. se tait, il travaille. Il est victime de ce système-là. Alors, je reprends simplement pour qu'on comprenne bien. Voilà, ces organisations, pour ce qui nous concerne en Europe, sont chinoises, nigérianes, albanaises. Oui, pour ces grosses organisations. Pour ces grosses organisations. Oui. J'ai une question à vous poser. Je pense à un témoignage entendu d'un garde-côte italien. Oui. Ces passeurs, ces réseaux mafieux, ce sont eux qui font notre politique migratoire finalement. Alors moi, je suis tenant d'une géopolitique critique des criminalités que j'enseigne, et d'ailleurs à Sciences Po ce matin, j'ai un cours sur ce thème. J'ai plutôt l'impression que ce sont les politiques migratoires qui alimentent les passeurs. C'est ce que dénoncent les ONG, mais il y a une bataille entre les partisans de l'ouverture des frontières plus facile et évidemment les partisans de frontières beaucoup plus fermées, avec des arguments qui s'entendent de chaque côté. Mais enfin, c'est parce qu'on a renforcer les contrôles aux frontières, que c'est devenu plus compliqué, que les passeurs doivent payer plus cher et que les gens meurent. Je rappelle que pour quelques statistiques, entre 97 et 2001, c'est par exemple 3000 personnes qui sont mortes dans le détroit de Gibraltar. Entre 91 et en 20 ans, si vous voulez, ce sont une dizaine de milliers de personnes qui sont mortes rien qu'à la frontière libyenne, italienne, c'est-à-dire en mer, à Lampedusa, etc. Et donc c'est plutôt une conséquence des politiques migratoires. On l'a vu en Italie, quand ils ont changé de politique. Avant, en réalité, les migrants passaient sans problème en Italie. Qui payait la mafia ou pas, y passait. Et un jour, Berlusconi a voulu serrer la vis, et donc tout le monde est arrivé dans les camps, ça a fait du bazar. Accessoirement, ça a permis de l'aider à dire, regardez, ce sont les migrants qui font le bazar en Italie, donc votez pour moi. Tout est lié évidemment. Fabrice Rizzoli, merci beaucoup. Merci beaucoup. Spécialiste de la grande criminalité, cofondateur de l'association Crimalt. Je vous laisse retourner voir vos étudiants. Ils ont bien de la chance parce que, je le sais, nos auditeurs de l'autre côté du poste ont appris des choses ce matin. 7h46.